Salut à tous, bienvenue dans ce 5e podcast de la chaire Reset, Réseau électrique et société en transition. Dans celui-ci, on va aborder aujourd'hui, toujours en compagnie d'Antoine Baccini, notre expert de l'électricité et des questions geeks au sein de la chaire, des 5 sens de l'électricité, de sa sensualité. Comment est perçue visuellement l'électricité par l'homme ? Alors, ce qui paraît évident à dire dans un premier temps, mais il faut quand même le rappeler, c'est que deux des principales caractéristiques de l'énergie électrique sont son invisibilité et son insensibilité pour l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, la seule manière de réellement l'observer de manière tangible, c'est par le biais de la foudre, et on peut alors à la fois la voir et l'entendre. La perception visuelle est presque instantanée. Par contre, la perception sonore, elle, qui se traduit donc par un son sec et puissant, est souvent décalée. Le tonnerre est d'ailleurs la parfaite représentation de la course entre la vitesse de la lumière et la vitesse du son. En fait, hormis l'entreapercevoir l'espace d'un instant durant une perturbation atmosphérique, c'est surtout ce que l'électricité procure à notre civilisation que l'on retient. Ainsi donc en fait, le fonctionnement des objets du quotidien est en soi une représentation de l'électricité. Du fait de cette nature, en fait, on comprend pourquoi, comme on l'a évoqué dans un précédent podcast, celle-ci en fait a longtemps été perçue comme une énergie surnaturelle, la manifestation d'une colère divine. D'ailleurs, on retrouve dans la plupart des mythologies antiques, qu'elles soient égyptiennes, grecques ou scandinaves, des divinités, à l'instar en fait de Zeus et Thor, qui peuvent manier l'électricité, foudroyer en quelques secondes les mortels. Et d'ailleurs, si on contextualise en fait avec les avancées technologiques de cette époque-là, on comprend encore plus pourquoi cette énergie était perçue comme quelque chose de dangereux et de surnaturel, puisque à l'époque, les armes à feu évidemment n'existaient pas. Donc finalement, une mort foudroyante comme ça, qui arrive soudainement sans crier gare, c'était quelque chose de complètement inédit et une sorte finalement presque d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de chacun en période d'orage ou de tempête. Il faut donc encore plus comprendre pourquoi le spectacle d'un ciel déchiré par la foudre fut pendant si longtemps une vision impressionnante pour l'homme, tant et si bien qu'elle apparaissait en fait en dehors de ce monde. C'est un élément naturel qu'on produit pourtant en quantité, mais qu'on ne peut pas attraper finalement. En fait, comme je l'ai dit, elle n'est pas perceptible pour l'homme, mais elle le devient en fait par le biais des infrastructures qui permettent sa production et sa diffusion, mais aussi par le biais de différents artefacts en fait qu'elle permet de faire fonctionner. C'est au cours de l'exposition internationale de l'électricité à Paris en 1881 que les hommes entrent en contact pour la première fois de manière globale avec l'électricité par la prodigalité des différents objets en présence, à l'instar du téléphone, du tramway ou même d'une première voiture électrique. Pour les particuliers, c'est l'ampoule, elle, qui est pourvoyeuse de la lumière et qui devient donc le symbole en fait de l'électricité. Et du côté des industriels, c'est la nouvelle turbine qui décuple la productivité. Ces objets, donc, en fait, ils permettent de rendre ce phénomène invisible, visible et donc tangible pour l'homme. Ainsi, au quotidien, elle est en fait perçue à travers ces médiateurs, que ce soit le commutateur, les filaments, les fils électriques, une prise ou encore un pylône. Elle devient, par ces différentes structures, en fait, à portée de l'usager chez lui, visualise sa présence à travers des fils, des compteurs ou des fusibles. Et on identifie sa présence, en fait, car elle permet de faire fonctionner donc un certain nombre d'appareils, comme je l'ai dit, du frigo à l'ordinateur. Tu parles d'objets du quotidien, mais dans quoi elle se matérialise, prend vie et s'anime finalement ? L'électricité, en fait, elle est souvent perçue comme une matière qui est en mouvement, mais qui demeure insaisissable. C'est un paradoxe, parce qu'elle est immatérielle, mais ses éléments, à l'instar de l'électron par exemple, le sont. Et on ne peut pas la voir, en dehors finalement de la foudre, comme je l'ai dit plus tôt, ou de l'étincelle, en fait, occasionnelle liée à un dysfonctionnement. Sa présence donc est indiquée finalement par l'éclairage, par le fonctionnement d'un objet ou d'une machine. Si elle partage donc avec le gaz ce côté intangible, elle n'a pas en fait à l'inverse de celui-ci une odeur artificielle pour indiquer les dangers d'une mauvaise manipulation, donc on ne peut pas la sentir. Elle ne s'entend pas non plus en dehors du claquement donc de la foudre ou du son émis par les appareils qu'elle alimente. On ne peut évidemment pas la goûter car elle n'est pas comestible et il est possible de la toucher cependant ou au moins d'entrer en contact avec elle, ce qui reste cependant déconseillé pour autant qu'on ne veuille pas prendre le risque de s'électrocuter ou pire, de mourir dans d'atroces souffrances.
le corps humain entretient un lien étroit avec l'électricité, puisque la peau humide est conductrice du flux et l'information jusqu'au cerveau fonctionne par signaux électriques. Qu'est-ce qui conduit l'électricité ? Nos corps, monsieur Angier, sont tout à fait capables de conduire et évidemment de produire de l'énergie. Elle est ainsi en fait dans le domaine des représentations, selon le philosophe Gilbert Durand, explicitée comme une pensée indirecte, c'est-à-dire un élément qui ne peut se présenter en chair et en os à la sensibilité, puisqu'elle est transparente mais peut être ressentie comme l'air ou le vent. Mais l'électricité est-elle un danger, un miracle ou les deux? Elle dégage une forte ambivalence, non? Alors en fait justement, il y a une grande dualité dans la manière dont est perçue l'électricité, tantôt dangereuse et tantôt véritable miracle pour l'homme. Comme on l'a dit, à l'état naturel, elle est en fait une force sauvage de la nature, à la fois dangereuse et spectaculaire. Et même une fois captée et maîtrisée par l'homme, elle reste perçue comme une source de danger dans certains contextes, par exemple quand on va l'associer au nucléaire et ses possibles débordements, ou à la conception de lasers tranchant toute surface existante. En dehors de cela, elle est souvent considérée comme une énergie propre, puisqu'elle est invisible, silencieuse et réputée ne pas produire de déchets. Elle est aussi l'assurance d'un confort en fait et d'une certaine qualité de vie, et en devient donc un signe de l'activité humaine et de la civilisation. On lui donna une centrale d'énergie suffisante pour remettre en marche toute l'industrie humaine, et les portes de l'avenir furent refermées. Cependant, même domptée dans ce contexte domestique, demeure un facteur danger qui va être cette fois-ci le risque de l'électrocution. Donc finalement, on voit bien qu'il y a une dualité puisqu'elle est perçue comme une force de la nature, mais aussi comme une force qui va en fait participer à protéger l'homme de la rigueur de cette nature par l'éclairage ou le chauffage. Au niveau du danger, du côté menaçant, elle en est même devenue une arme d'exécution, comme c'est le cas aux États-Unis, puisqu'en 1890 est inventée la chaise électrique dont se dégageait une odeur de chair brûlée qui restait imprégnée sur les vêtements pendant plusieurs jours. Cette dimension visuelle, sonore, olfactive là que tu viens d'évoquer, cette sensualité finalement s'ancre-t-elle dans des mythes ou des œuvres culturelles? Évidemment, et d'ailleurs, comme je l'ai déjà soulevé, elle a été longtemps en fait associée au divin et au surnaturel. Et dans l'imaginaire collectif, cette connotation surnaturelle et merveilleuse a perduré d'ailleurs jusqu'au 19e siècle, qui est l'époque de la globalisation finalement de cette énergie, à travers l'anthropomorphisation du fluide électrique qui est incarné sous la forme d'une créature féminine mythique qui est la fée électricité. Dans le film Le Prestige de Christopher Nolan, on voit des tours électriques Tesla. On voit donc l'énergie dans le film, mais pas dans la réalité, puisque l'écran nous sépare physiquement en fait de sa matérialité pour créer une distance. Et on voit bien donc pour la représenter, il faut faire preuve en fait d'un peu d'imagination. Et Tesla avait d'ailleurs complètement joué là-dessus en truquant une photo sur laquelle on le voit en fait assis en train de lire un livre au milieu d'un tourbillonnement d'éclairs. C'est le même donc Tesla qui donc était un des premiers ennemis de Superman. Un des héritages de la dualité en fait qui entoure sa perception, c'est le fait que dans la pop culture, l'électricité va aussi bien être l'apanage de personnages bons ou mauvais en fait, selon l'univers auquel on se réfère. Par exemple, dans Star Wars, elle est réservée aux seigneurs Sith et leurs éclairs de force, et donc profondément associée au mal, mais dans d'autres univers, elle est associée plutôt au côté du bien, comme on le voit à travers le personnage de Tornade dans X-Men, par exemple, ou de Pikachu dans Pokémon. Au niveau de la manière dont ça se manifeste, que ça soit donc une force bénéfique ou maléfique, c'est vraiment très souvent similaire. Ça se concentre sur l'aspect vraiment spectaculaire, mais aussi le plus tangible en fait de cette énergie, parce qu'elle est la plupart du temps représentée sous la forme d'éclairs dévastateurs, qui vont donc être accompagnés au niveau sonore par de puissants crépitements, preuve que l'humain est toujours autant fasciné finalement par la sauvagerie et le danger qu'elle évoque. Ça va être tout noir. Merci beaucoup Antoine pour tes interventions. Merci à toi, c'était très cool aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast, cette fois-ci avec un nouvel invité pour une nouvelle série. Ça sera notre Social Community Manager, Elodie Razafine Drabesoa, qui nous parlera de sobriété énergétique sur le mois à venir.